Alors, bonsoir et merci d'être avec moi pour cette présentation. Je suis très honoré d'avoir des gens pour l'écouter. Je vais aller chercher mon petit diaporama que j'ai préparé. Habituellement, je le fais plutôt en vrai, en personne, mais cette fois, ben voilà, on va y aller. Hop, on va partir en mode plein écran. Par même présentation. Où est-ce qu'on est? Voilà, c'est ici. Hop. Alors, je vais vous parler donc de constellations familiales. Les constellations familiales, c'est la thérapie que j'utilise le plus. C'est l'outil que j'utilise le plus au quotidien avec mes clients. Moi, je suis thérapeute à Anne-Marie. Ça fait à peu près 5 ans que je pratique. Alors, les constellations familiales, je les fais en séance individuelle avec une seule personne ou bien en groupe aussi. Et puis, je suis très content d'avoir cet outil parce que je le trouve absolument passionnant, ahurissant, magique. Et il fait partie de la catégorie des thérapies systémiques. En psychothérapie, la thérapie systémique, ça veut aborder les gens, bien sûr, au niveau inconscient, mais aussi en considérant que chaque problème qu'ils rencontrent, en fait, est un symptôme, mais non pas que de la personne, mais d'un système tout entier. C'est un peu comme s'il y avait une crise dans le système entier, et puis ce que traverse le dysfonctionnement que vit la personne, en fait, c'est un symptôme du système entier. Et au niveau familial, une thérapie systémique familiale, c'est un peu la même chose. L'idée, c'est que ce sont les membres de la famille qui ont un dysfonctionnement, donc le système entier a un dysfonctionnement, et une personne qui rencontre un problème, une maladie, une dysfonction, en réalité, c'est un symptôme, mais qui appartient à tout le système. C'est le système qui est défaillant, et quelque part, on peut même faire des thérapies systémiques familiales de toutes sortes, où le malade peut ne pas assister aux séances de thérapie parce que ça peut être tout à fait les autres membres de la famille qui vont vraiment travailler sur le problème du système entier et améliorer significativement la situation du malade. Enfin, ça dépend dans quel contexte, évidemment, parce qu'on parle là souvent de thérapie, ça c'est aussi propre à la psychologie, la psychiatrie, mais c'est aussi valable pour des problèmes parfois physiques et à tout ce que ça peut entraîner. Mais bref, donc voilà, une thérapie systémique familiale, c'est ça. Le père, en fait, des constellations familiales, c'est un Allemand qui s'appelle Bert Hellinger. Son vrai nom, c'était Anton Hellinger. Il a choisi ce nom-là, Bert Hellinger, quand il est devenu prêtre, en fait, quand il a pris la prêtrise. Il est né il y a fort longtemps. Il est mort en septembre 2019. Vous voyez qu'il avait un âge canonique à peu près 94 ans. Il a d'abord été prêtre, il est parti en mission et il a découvert un tas de rituels, notamment dans les tribus où il allait en Afrique, qui sont par exemple des rituels initiatiques. Hein. Il y a beaucoup de tribus où il y a encore beaucoup de rites initiatiques ou bien des rites de vie simplement dans la vie du village. Et puis il avait remarqué justement des phénomènes qui utilisent le système de représentation dont on va parler après. Et c'est pour ça qu'il s'est ensuite, je dirais, reconverti. Il a quitté la prêtrise et il est devenu psychothérapeute. Et il a écrit des tas d'ouvrages sur les constellations familiales. Il a basé un peu sa carrière là-dessus. Donc, après avoir quelque part mis de côté la religion, il a fait quelque chose de très personnel, et puis il a énormément investi dans sa vie sur ses thérapies familiales et notamment son outil principal, la constellation familiale. Constellation familiale, en fait, c'est une erreur d'appeler ça constellation familiale. C'est resté comme ça en français, mais à la base, Familienstellen, ça ne veut pas dire constellation, mais Stellen, ça veut dire endroit. Et en réalité, ce n'est pas la constellation de la famille, comme si c'était des étoiles, mais c'est l'endroit par rapport à la famille. Donc, on devrait dire en fait le positionnement systémique familial ou quelque chose comme ça. Et puis, en fait, c'est resté constellation familiale. Donc, c'est le terme usuel que tout le monde connaît, que la psychologie connaît, voilà, et reconnaît avec ce terme-là. Le fonctionnement d'une séance individuelle, ça se fait en fait souvent, moi je le fais avec des morceaux de papier, donc des simples morceaux de papier blanc. Ce qui se passe, c'est que le client, il note le nom des personnes et puis des aspects qui composent le problème. Ça pourrait être certaines parts du problème. Par exemple, s'il y a un choix à faire, ça peut vouloir dire qu'on va mettre un papier pour le client. Je peux faire une petite démonstration sur la petite table. Je ne sais pas si vous voyez cet écran qui est
qui est là. Ah, ça, j'aimerais bien avoir un retour. Est-ce que vous voyez bien l'écran Oui, on voit. Donc là, il y a le client, et puis imaginons, il aurait un choix à faire, et par conséquent, on met un papier pour une des solutions, hop, un papier pour une autre solution. Ça, c'est des aspects de problème. Mais ça pourrait être 3 papiers qui représentent le client et son épouse et son frère, ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, le thérapeute, là, je vais me symboliser d'ailleurs par un petit personnage, un cow-boy. Hop, voilà. Alors, celui-là, c'est un petit… En fait, c'est moi. Ce que je fais ensuite, c'est que je me déplace sur chacun des papiers et puis je vais comme en fait venir goûter, je me mets à l'écoute de ce qui m'habite à ce moment-là. Et en fait, subitement, je vais ressentir des sortes de perceptions, par exemple, ça peut être des émotions, ça peut être le fait de vouloir aller en avant ou de donner la main à quelqu'un ou de regarder ailleurs, etc. Et je laisse venir ce qui me vient. Si je sens que je dois rien faire, je fais rien. Donc, il ne fait rien. Mais si je sens que je dois me tourner dans un sens ou me tourner dans l'autre, en fait, j'essaie de me mettre dans la peau du client et magiquement, bizarrement, sans que j'ai vraiment d'explication sur le phénomène, il y a des choses qui me viennent. Et ça me permet d'étudier les dynamiques qu'il y a, par exemple, entre le client et les deux autres protagonistes, les deux autres possibilités. Par exemple, si c'est 2 choix, ben, il y en a peut-être un vers lequel je me tourne plus volontiers. Si c'est une personne, peut-être que j'ai envie d'aller vers mon épouse, peut-être pas du tout, peut-être qu'au contraire, je lui tourne le dos, etc. Donc là, en fait, le personnage représente moi-même, mais je me mets en fait dans la peau du client. Puis ensuite, je vais changer de place et puis je vais venir goûter, par exemple, le choix numéro 1 qui est, je ne sais pas, acheter cette maison, par exemple, ou l'autre, c'est ne pas l'acheter. Alors, si j'achète cette maison, comment est-ce que je me sens? Puis c'est possible qu'en achetant cette maison, j'ai très, très mal au ventre, par exemple, et qu'en changeant de place, eh bien, je me sens simplement plus léger. Et pour une raison qu'on peut ensuite développer, parce qu'on peut mettre beaucoup de morceaux de papier dans une constellation familiale, ça dépend. Des fois, il faut peu de personnages, peu d'aspects, et des fois, il en faut plus. Et ben, on peut comme ça mieux apprivoiser la dynamique entière qui régit le groupe. Alors, quand j'appelle le groupe, ça veut dire le système entier, ça veut dire soit plusieurs personnes, mais aussi, je dirais, les multiples aspects qui font partie de nous, parce que dans la systémique, c'est aussi ça. C'est-à-dire, oui, on est un individu et on influence le système, et le système nous influence, mais on est aussi soi-même fait une espèce de grand système avec plein de parties. Par exemple, on a en analyse transactionnelle, on a un modèle qui nous dit, par exemple, on a un parent intérieur et un enfant intérieur. On a une partie de ce parent intérieur qui est plutôt cadrant et une autre partie qui est plutôt bienveillant, généreux. Voilà, c'est toutes des parties qui nous habitent. Par exemple, pour faire un choix, typiquement, on va servir de plusieurs de ces parties. Donc, ça peut être assez vaste. Il y a certains papiers ou certains éléments du problème, certains aspects du problème qui seront plutôt internes à soi-même et puis d'autres qui seront qui concerneront par exemple d'autres membres de la famille comme ça. Et parfois, on peut évidemment relier les deux. C'est ça qui est intéressant, c'est que parfois on se rend compte que ce qu'on a en soi, en réalité, est influencé par des histoires d'autres, soit par l'histoire d'autres, soit par des histoires qu'on a vécues nous avec les autres, et dont on garde comme ça une espèce de trace, quelque chose qui est engrammé comme une mémoire. Et c'est intéressant de découvrir ces dynamiques. Donc, la première partie de cette séance correspond à une forme d'enquête pour essayer de comprendre comment est-ce que ça se joue, en fait, ce qui se joue plus ou moins consciemment. Et la deuxième partie, c'est de guider, pour moi, mon travail est de guider la personne vers une nouvelle attitude, avec une communication peut-être différente entre tous les acteurs, entre le client et puis les autres acteurs, et d'essayer de proposer quelque chose de nouveau. Je peux donner un rapide exemple. Imaginons, là c'est le symbole, moi je suis le thérapeute toujours. En réalité, mon client, c'était par exemple celui-ci. Et ce client, il y avait quelque chose on pourrait symboliser sa maman ici, et puis son épouse. Voilà. Et puis, il se trouve que son épouse, en ce moment, lui fait beaucoup de reproches sur le fait de ne pas se sentir soutenue au travers d'une épreuve qu'elle rencontre.
Et donc, moi, je suis le thérapeute. J'ai été voir à chacune de ces places-là. On imagine que voilà, ces personnages sont là, puis je peux voir la dynamique qu'il y a entre chacun des deux. Et ce que j'ai pu voir en réalité, c'est qu'en prenant la place de mon client, eh bien, j'avais tendance à me retourner vers ma mère. Et ma mère, quand je me suis mis à la place de ma mère, j'ai découvert que elle allait comme si elle allait se coucher par terre un petit peu. Donc, hop, on peut la coucher par terre. Ça arrive souvent que les gens soient couchés par terre, enfin, dans des positions. J'ai tout vu en constellation familiale. Il y a vraiment des tas de positions, c'est très intéressant. Et en fait, en étant couché par terre, eh ben, on peut déterminer un certain nombre de choses. C'est que ce client, dans sa vie, plus ou moins consciemment, en fait, il a entretenu une espèce de relation avec sa mère, ou quelque part, il est venu prendre soin d'elle ou prendre soin de ce qui la faisait se coucher par terre. Par exemple, ça pourrait être, on pourrait imaginer que cette mère, elle a un jour perdu son frère, et en ayant perdu son frère, elle ne s'est jamais complètement relevée, par exemple. Et lui, en fait, essaye de redonner une bonne place à ce frère et à sa mère. Mais le problème étant que dans sa façon de faire, il aimerait bien tirer sa mère pour la relever. Pendant ce temps-là, l'épouse, ça lui prend, c'est inconfortable pour elle, ça lui prend de l'énergie, elle se sent ni soutenue ni quoi que ce soit, elle s'ennuie ou elle se sent pas, elle se dit mais mon mari est ailleurs simplement. Et donc, le travail ensuite, eh bien, c'est de proposer une communication différente à mon client. Mon client qui est ici pourra dire d'abord à son oncle qui est ici, je te vois et je te donne une bonne place dans mon cœur. Nos destins sont liés, mais ils sont différents, qui sont des phrases importantes, parce que sinon, il pourrait être tenté de penser qu'il lui arrivera la même chose si c'est une des circonstances graves, par exemple. Et cette mère, il pourra lui dire, maman, ça a dû être dur pour toi de perdre ton frère. Mais s'il te plaît, regarde-moi avec bienveillance. Si je laisse ton chagrin, ta tristesse, ta douleur entre tes mains, et si j'ose te trahir un peu pour aller vers embrasser moi le bonheur. Et pour embrasser le bonheur, il faudrait que ce client-là se retourne et dise à son épouse qui est ici, plutôt toi qu'elle, plutôt toi, mon épouse, que ma mère. Et en choisissant, ce qui peut être très difficile, parce que ça peut être vécu comme des conflits de loyauté, où on a peur de trahir, justement, et en disant plutôt toi, mon épouse, que ma mère, même s'il y a toute cette souffrance, etc., normalement, ce n'est pas à moi de prendre soin de ma mère. Et donc, voilà, j'ai proposé quelque chose de différent, en fait, à ce client-là, dans cette situation. Et ça semble, ensuite, si on reprend la place, parce que c'est ce qui arrive en fin de séance parfois, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ces phrases, que le client a dit ces phrases, parce que le client, je lui fais vraiment dire ces phrases. Bien sûr, en séance individuelle, il est devant des morceaux de papier, il n'y a pas de petit bonhomme, mais il y a le nom de sa mère, de son épouse, etc. Et je lui fais dire au morceau de papier, par exemple, à son épouse, plutôt toi que moi. Puis ensuite, je reprends la place des uns et des autres pour représenter de nouveau ces personnages. Et c'est là que je sens effectivement si mon travail est effectivement bénéfique, si c'est une dynamique qui apporte, qui nourrit le bonheur et non pas nourrir le malheur, parce qu'il y a beaucoup de dynamiques finalement qu'on emporte avec nous, plus ou moins consciemment, et qui nourrissent le malheur, sans qu'on en ait conscience. C'est possible également de faire une séance en groupe. En séance en groupe, c'est très simple, c'est que j'accueille des tas de gens. Ces gens sont soit observateurs, c'est-à-dire qu'ils observent la constellation qui se passe, soit ils sont représentants, c'est-à-dire qu'ils sont les petits Playmobil, soit eh bien, ils viennent sur la chaise magique, je vais dire, et puis ils nous expliquent ce qu'ils sont venus travailler. C'est-à-dire qu'ils ont fait certains viennent pour travailler une problématique qui les habite. Alors, en groupe, ça peut être, il y a des groupes énormes, il y a des groupes avec des salles avec des milliers de personnes. Il y a des groupes où il y a très peu de personnes, une dizaine, une vingtaine, etc. Parfois, ça se fait sur une après-midi, parfois, ça dure 10 minutes, parfois, c'est vraiment, c'est très, très variable. Il en existe de plusieurs sortes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour venir faire son travail en groupe, déjà, il faut être prêt effectivement à être dans un groupe, ce qui fait souvent peur.
c'est une dynamique intéressante, le groupe, en réalité. Quand on la connaît, quand on l'a déjà expérimenté, on est beaucoup plus serein et tranquille parce qu'on découvre en général qu'il y a du soutien dans le groupe et qu'il y a de la compréhension, et puis qu'il y a des discussions qui nous font du bien. Et en général, il y a de la bien, enfin oui, quasiment, hein, enfin, je n'ai connu que des expériences de bienveillance au sein des groupes que j'anime, et même à ceux auxquels j'ai pu participer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque on met tous ces Playmobil simplement, c'est-à-dire toutes ces personnes, imaginons si c'est la représentation de cette mère, du client et de son oncle, et ben, ce qui va être très intéressant, c'est que dans l'instant, tac, on va pouvoir voir que le frère aussi regarde la mère, que la mère, effectivement, est triste, qu'elle aimerait bien le rejoindre dans la mort, peut-être aussi, qu'elle se sent coupable d'être en vie, etc., etc. Et on va voir en même temps le client qui est là, qui essaye de prendre soin de sa mère, qui lui met un peu la main sur l'épaule, en disant « T'inquiète, maman, c'est moi qui vais te consoler ». Et tout ça, c'est très intéressant et ça rajoute une profondeur aussi très intéressante. Bref, je rappelle dans ma présentation, dans mon petit diaporama, que toutes les personnes n'ont pas besoin d'être présentes et qu'un seul membre de la famille suffit. Si on avait cet oncle-là, bon, lui, il est décédé, donc peut-être pas, mais si on avait juste l'épouse, eh ben, on pourrait aussi travailler en fait dessus. On pourrait travailler sur cette problématique-là, si on avait juste l'épouse. Donc voilà, puisqu'ils ont une famille ensemble, peut-être ils ont des enfants, donc ça fait partie de la famille actuelle de l'épouse. Bref. Pour ce qui peut être travaillé, la liste est très longue. On peut travailler des sujets sur évidemment la famille d'origine, c'est-à-dire pourquoi pas les problèmes, les conflits de famille, ou voilà, toute l'histoire de famille, donc actuelle ou recomposée. Les relations avec les parents ou les enfants. Donc, ça veut dire aussi, ça peut être la famille actuelle ou la famille d'origine, hein, ce qui est deux concepts différents. Enfin, je veux dire, la famille d'origine, ça, c'est nos parents, notre fratrie de base. Quand on était petit, la famille actuelle, c'est nos enfants. Ça peut concerner aussi, évidemment, notre entourage en général, hein, nos collègues, nos amis, etc. On peut travailler la fratrie, la gémellité, le fait d'avoir un jumeau, ou d'avoir un enfant jumeau, ou d'avoir un parent qui a un jumeau. L'adoption. L'adoption. Ah, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai un message d'alerte. Non, là, je l'ai enlevé. L'adoption, c'est une problématique importante parce que, en fait, une personne adoptée, typiquement, elle peut avoir toutes sortes de difficultés dans sa vie, et les constellations familiales, c'est une des rares thérapies où il va être possible d'apporter du sens à ce qu'elle vit, non pas en ayant une boule de cristal, etc., mais simplement, c'est vrai que lorsqu'une personne, je vais prendre un petit exemple là comme ça pour parler d'adoption parce que c'est intéressant. Lorsqu'une personne est adoptée, on va mettre, hop, voilà, cette fois-ci, cette personne, ça représente une dame qui a été adoptée. Et puis, elle a de la peine à trouver sa place professionnellement, par exemple, quand elle trouve que les gens ne la prennent pas au sérieux en général. Et donc, elle a une famille adoptive qui est, par exemple, ici en Suisse. Et puis, ce sont des gentilles personnes qui vraiment ont bien pris soin d'elle toute sa vie, mais parfois, il y a des conflits entre eux, elles ne se sentent pas comprises, pas prises au sérieux, etc. Et en constellation familiale, ce qu'on va pouvoir faire et qu'on ne peut faire nulle part ailleurs, c'est prendre des personnes qui vont représenter simplement sa famille d'origine. C'est-à-dire que cette personne, elle a quand même des parents. Et ce sont ses parents. Et les autres sont les parents adoptifs. Et en soi, c'est très important parce que même si on n'a pas forcément conscience de l'histoire de ces personnes, de ce qui a fait, ce qui a donné lieu à cette séparation, à cet abandon et puis à cette adoption ensuite, même si on n'a conscience que d'un petit bout, dans l'énergie, dans le rapport symbolique à ses parents, à cette famille d'origine, on va avoir des indications. Pardon. Ça va être par exemple les parents d'origine de la personne
adoptés qui pourraient être allongés. C'est possible, parce qu'ils sont décédés. Ça pourrait être beaucoup de colère l'un envers l'autre, parce que l'un des deux personnes a décidé d'abandonner le bébé et l'autre pas. Ça pourrait être des tas de choses. Il y a plein de possibilités. Toujours est-il que cette personne qui est là, qui a été adoptée, peut significativement, d'après mon expérience, améliorer sa vie en étant juste dans la reconnaissance de ce qui est, c'est-à-dire la première chose qui est de dire, vous, donc ces deux personnes-là, vous êtes mes parents. Et vous m'avez adopté et vous vous êtes occupé de moi. Alors, bien sûr, elle peut dire à cette famille d'adoption, merci pour tout ce que vous avez partagé dans votre vie, que j'ai pu prendre, et je l'ai pris comme j'ai pu le prendre. Mais d'abord, la reconnaissance de vous êtes mes parents, je suis le fruit du meilleur de ce qu'il y a en chacun de vous deux. Je suis le fruit de votre amour. Et ça peut être très porteur parce qu'il faut différencier deux choses. Avec le temps, la confusion du fait que chacun ne soit pas forcément à sa place, ça entraîne de ce que j'ai pu voir, parce que ce n'est pas une situation que j'ai vécue moi personnellement, à peu de choses près, sauf que j'ai eu un jour un frère qui était placé en famille d'accueil. Ça peut provoquer beaucoup de tensions, et puis au niveau de l'identité de la personne, c'est quand même pas évident. Donc bref, c'est quelque chose qui peut être travaillé en constellation familiale. Alors, les enfants... Je vais juste voir une petite seconde, parce que j'ai un petit problème sur mon écran avec cette caméra. En fait, je n'arrive pas à voir une partie de ma phrase. Oui, comment on fait ça? Je ne sais pas. Bon, alors j'ai un petit problème, je n'arrive pas à voir les Nous, fins. on voit très bien en tout cas. On voit très bien. Je sais, en fait, je vois la géminité, l'adoption, et ensuite il y a marqué les enfants... Illégitimes. Ah oui, illégitime, c'est intéressant. C'est que quand il y a une relation extra-conjugale, effectivement, que ce soit actuelle ou par le passé, ça peut être nos ancêtres aussi qui ont fait ça, et parfois, l'illégitimité, c'est compliqué parce qu'en fait, le reste des membres de la famille, de la fratrie, nos propres enfants ou certains de nos parents peuvent garder en fait ce sentiment aussi d'illégitimité. Or, se sentir illégitime dans la vie, personne ne mérite ça. Tout le monde est légitime normalement. Et on peut finalement se défaire du poids de cette illégitimité en reconnaissant une relation et un enfant qui a été conçu dans une relation justement extra-conjugale. Alors, l'enfant illégitime. Tous les enfants, pour moi, sont légitimes. Hein, c'est un mauvais terme, mais je crois que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Le couple, ça, c'est une grande partie du travail qui se passe en constellation familiale, parce que souvent, on arrive, lorsqu'on est en couple, à ressentir et à comprendre et à analyser certains problèmes qu'on a personnellement dans les rapports humains, etc. Alors ça, il y a vraiment toutes sortes de travail possible hein, sur les relations sentimentales. La solitude aussi, hein, parce que le célibat, que ce soit longue durée ou pas, ou les relations joie extrêmes, je crois, c'est ça, les relations extrêmes, les relations qui se passent. Extra-conjugales. Merci. D'accord. C'est les relations extra-conjugales. Du coup, voilà, qui sont aussi des relations sentimentales sur lesquelles on peut faire aussi un travail de manière à trouver les justes places pour tout le monde et en fait la meilleure façon de vivre finalement son rapport à l'amour finalement. Aussi la sexualité, les abus sexuels entre autres, la sexualité aussi sur tous les plans, que ce soit le rapport au corps de l'autre, dans tous les plans, il n'y a vraiment pas vraiment... tous les sujets sont les bienvenus, l'orientation sexuelle, les abus. D'ailleurs, je n'ai pas marqué les abus en fait, qui ne sont pas sexuels, mais tout ce qui est maltraitance aussi physique, psychique, etc. C'est toutes des choses qu'on peut aller regarder justement en observant aussi les dynamiques entre les personnes du système. Autrement, la naissance, est-ce qu'on peut avoir un enfant? Est-ce qu'on a des difficultés, par exemple? Comment se passe la naissance? Est-ce qu'on a peur quand notre enfant va naître, peur de ne pas avoir d'enfant? Enfin, il y a une pléthore de possibilités. L'avortement, les fausses couches, la fécondation in vitro, j'imagine, oui, je vous faites ça. Assisté, ouais. Assisté, pardon.
qui sont voilà, tous des thèmes. Après, les grossesses difficiles aussi, c'est un coup une grossesse qui se passe mal, on peut aussi aller regarder. Après, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Moi, c'est tout. Oh, j'ai une personne qui rentre, je crois, dans la salle d'attente. Je vais en profiter pour l'accueillir, mais oui, là, comment je fais ça? Admettre. Voilà. OK. Voilà, je vais juste fermer ça et reprendre la lecture, si je peux. Hop, ici. Voilà, donc pareillement, hein, en plus des constellations familiales, il y a beaucoup de méthodes qui aident à tous ces sujets-là. Et vraiment, c'est vraiment pas un truc sectaire. Et surtout, c'est un truc à côté. C'est vraiment très complémentaire. Hein. Moi, j'ai vraiment un regard où, voilà, pour tout ce qui est par exemple médical, etc., vraiment confiez-vous d'abord au médecin. Quand on a des diagnostics, des choses précises, voire des traitements à suivre, il faut le faire. Nous, c'est un complément. Grâce aux constellations familiales, on peut apporter du sens. Moi, je vois vraiment une amélioration vraiment importante et significative grâce à ça. Parce que je pense qu'on est avant tout aussi des êtres de sens qui avons besoin, même au travers de maladies, de pouvoir relier en fait ce qu'on est en train de vivre à certaines explications, même quand il y a des choses qui nous échappent, parce que les deux ne sont pas incompatibles. Mais au moins de pouvoir bien analyser les choses, tous ces phénomènes qu'on rencontre et voilà. Donc, par exemple, pour tout ce qui concerne l'enfantement, etc. Pardon. Ensuite, je parlais des problèmes de couple, donc il y a aussi la séparation, le divorce, il y a les maladies physiques ou psychiques, dont j'ai un peu parlé avant, la mort, le deuil, la dépression aussi, le burn-out. Ça, en plus, c'est très intéressant parce qu'on peut travailler tout ce qui touche à l'entreprise, je vais y revenir après, les angoisses, l'anxiété, la tristesse, la jalousie, le sentiment de culpabilité, d'abandon ou d'exclusion. Alors, pour diverses raisons, on peut avoir des sentiments de culpabilité ou de l'impression de ne pas être à sa place. La prise de poids, la boulimie et l'anorexie, c'est des sujets qui rejoignent en fait finalement notre famille aussi. Très souvent, on dit par exemple, on embrasse la nourriture comme on embrasse sa mère. C'est ce qu'on peut voir en constellation familiale. Ça vaut ce que ça vaut, mais de ce que je peux voir, alors là, je peux prendre un petit exemple. Hop, très rapidement. Là, j'ai une cliente qui a par exemple un surpoids, tout bêtement. Et puis, il se trouve qu'elle avait une mère, que je vais mettre là, et un père qui était, mais souvent on peut voir que celui-là, il n'était pas tendre avec sa mère. C'est-à-dire que on a à sa place, là, on a l'impression, on ressent voilà, qu'il la juge, qu'il y a du mépris. Et puis elle, quelque part, elle est un peu exclue et mise de côté. Et cette cliente prend du poids. Et pour l'aider dans la dynamique, pour l'aider à aller vers une meilleure dynamique, ce que je vais l'inviter probablement à dire, quelque chose qui s'en approche, ça va être de dire papa, en s'adressant à son père, secrètement, je suis comme ma mère, parce que secrètement, je mange ma mère. Peut-être pour tout un tas de gens du système, y compris son frère. Alors, je pense celui-là, voilà, ça, c'est son frère aussi. Et puis aussi le grand-père, c'est-à-dire le père du père et puis la mère du père. Vraiment, cette femme-là est complètement nulle, débile, ou je ne sais pas. Et il y a un mauvais regard qui est porté comme ça. Et elle doit dire à tout ce système, mais secrètement, je la mange. C'est justement parce que je n'ai pas l'autorisation, j'ai un conflit de loyauté dans lequel je ne peux pas vraiment l'apprendre et l'aimer et l'accepter parce que moi, je suis faite d'elle. J'ai qu'une envie, c'est ça, c'est de la prendre qui qu'elle soit. Mais je ne peux pas parce que vous avez un mauvais regard. Et donc, si je vais vers elle, je vous trahis vous. Et si je vais vers vous, je la trahis elle. Et puis moi, je me trahis moi-même parce que je suis fait d'elle. Et on constate que lorsqu'il y a un surpoids, et ça pourrait être justement représenté par n'importe quel petit objet, ou bon, on ne va pas reprendre un Playmobil, mais disons que ce stylo représente le surpoids de la cliente, et bien ce qu'on peut voir, c'est que ce surpoids,
il va ressentir quelque chose comme une forme de mépris. Et ce mépris, qu'on va représenter par encore un autre objet, on va prendre la carte de visite du centre, par exemple, parce que c'est aussi faisable avec des objets, hein. Et ben, ce mépris-là, on peut voir qu'il vient aimer en réalité cette mère. Et on va voir qu'une fois qu'on accueille ce mépris, qu'on comprend la dynamique, on accueille ce mépris, qu'on décide de le trahir pour quand même être ce qu'on est, c'est-à-dire l'enfant de cette mère qui est ici, eh bien, à ce moment-là, le surpoids, lui, ne voit plus de raison de rester. Et puis, gentiment, hop, on peut le voir s'en aller, par exemple. Ça peut être une scène qu'on peut voir dans les constellations familiales. Le mépris, au départ, ça peut être une personne qui vient goûter ce que c'est que le mépris. Voilà, quelqu'un qui représente au sein d'un groupe, par exemple, le mépris. Et à la fin de cette intervention en constellation, qu'est-ce qui se passe? Hop, le mépris n'a plus de force, il se couche. Et puis, il sent que voilà, il n'est plus là. Il n'y a plus ce mépris. Elle ne porte plus ce mépris en elle. Et c'est avec deux, trois mots, deux, trois phrases. Et quelque part, quand on ressort de là, on fait plus pareil, je dirais, avec la nourriture. Quand on se regarde, le ventre, quand on est dans la glace, on va plus analyser les choses de la même manière parce qu'il y aura ces éléments, en fait, d'analyse. Et puis, on va constater qu'en effet, si on est, par exemple, c'est quand on est en compagnie d'une copine qui ressemble beaucoup à notre maman, ben, qu'est-ce qu'on a faim, puis on a vraiment envie de manger, je sais pas, plein de chips. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Je ne dis pas que forcément c'est à cause d'une suralimentation. Parfois, je peux donner un très bon exemple. Ça peut être un parasite qui est à l'intérieur de l'organisme qui fait grossir la personne. C'est tout autre chose, mais les principes sont les mêmes parce que symboliquement, le fait d'être parasité, eh ben, quelque part, ça montre encore une espèce de conflit de loyauté interne. Donc, tous les problèmes de maladie, etc., peuvent trouver signification dans nos rapports humains parce que finalement, on est surtout, c'est l'épigénétique qui parle aussi beaucoup de notre environnement, de comment on agit, en fait, que ce soit dans nos relations ou par rapport à nos habitudes alimentaires, de nos habitudes de vie, etc. Et que beaucoup de choses qu'on dit génétiques, finalement, peuvent être influencées par simplement notre comportement. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut comme reprogrammer et modifier. Et c'est ce que l'épigénétique est en train je dirais, de révolutionner dans le monde de la science. Bon, ça fait déjà quelques temps d'ailleurs, mais voilà. Et donc, pour moi, c'est très important de revoir son rapport à tout ça. Donc, j'étais dans la prise de poids, dans la boulimie, l'anorexie. Il y a l'alcoolisme et la toxicomanie, les dépendances en général, même la cigarette, même le café, et pourquoi pas le chocolat, etc. Tout peut être regardé, tout peut être travaillé grâce aux constellations. Les pensées aussi, les pensées récurrentes, par exemple, les rêves et les cauchemars récurrents, importants. Quand on fait des rêves terrorisants, par exemple, c'est tout à fait possible de changer. Et il peut y avoir les phobies aussi. Les phobies, je sais pas, la peur des araignées, puis on peut regarder comme ça à quoi est-ce que ça tient. Sinon, les enfants hyperactifs également. Les problèmes scolaires, tout ce qui touche à l'enfance, aux problèmes de l'enfance, les l'énurésie, les différentes maladies, problèmes de santé et problèmes relationnels aussi de ces enfants. On peut travailler le rapport à l'argent, au travail, la situation professionnelle. Pourquoi est-ce que j'arrive à trouver du job ou pas? Pourquoi est-ce que j'arrive à garder un job ou pas? Est-ce que j'arrive à gagner ma vie? Est-ce que tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut apporter un éclairage grâce aux constellations. Les relations professionnelles, c'est-à-dire avec les collègues, pourquoi est-ce que je m'entends ou pas? Pourquoi est-ce que j'ai tel rapport à mon supérieur? Pourquoi j'ai un tel rapport à mes employés ou pourquoi est-ce que telle branche va mal dans le secteur où je travaille? Pourquoi tout peut être regardé. Le licenciement, les questions d'entreprise. Comment, par exemple, licencier quelqu'un en étant le plus juste possible, je dirais, dans la dynamique pour ne pas perdre de force, en fait. Parce que je trouve que souvent, il y a des licenciements qui se passent de façon totalement anarchique et en fait, c'est pas obligé de se passer comme ça. Et personne n'a rien à gagner, en fait, à faire comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut être travaillé et c'est très beau, je pense aussi, d'aborder ces questions. Et puis, il y a le fait d'avoir été licencié, évidemment.
faut savoir que, bien sûr, il y a certains de nos rapports de famille qui interviennent dans la vie de tous les jours. On se conduit en professionnel, en ayant une façon de parler, une façon de s'exprimer, une façon d'être au monde qu'on a appris de toutes les expériences qu'on a eues auparavant, y compris notre petite enfance, et puis plus tard notre adolescence, les rapports qu'on a connus, les collègues, les expériences professionnelles et autres qu'on a connues, etc. Les compétences qu'on a acquises, bien sûr, tout ça. Les événements majeurs, on peut aussi travailler, voilà, un accident, pourquoi pas, les coups du sort, les destins lourds, les événements récurrents. Hein, il y a des gens, ça fait 4 générations que le premier-né de la famille meurt d'un accident de la route. Les décisions importantes à prendre, comme par exemple, comme j'ai parlé avant, acheter ou pas une maison, ou je sais pas, divorcer, déménager, se marier, faire un choix professionnel radicalement différent, et l'estime de soi, l'amour, etc. Bon, je prends beaucoup de temps pour parler de cette liste-là, mais pour moi, elle est déjà tellement vaste, ça montre un panel de ce qui est possible avec les constellations, et je trouve ça toujours, j'ai toujours envie de m'y plonger aussi. Sur quoi ça repose en fait ces constellations familiales? Alors sur quelque chose que Bertinger appelle les 3 ordres de l'amour. Alors le mot ordre, ça fait un petit peu sérieux, c'est un peu Rechtling comme ça à l'allemande, hein, mais c'est une idée intéressante qui est que dans tous les systèmes, il y a des espèces de mouvements que Bertinger a appelé des mouvements de l'âme. Hein. Et si cet ordre qui a 3 piliers est respecté, les mouvements de chacun des membres favorisent et nourrissent le bonheur. Et au contraire, si effectivement un des 3 piliers n'est pas respecté quelque part, il va y avoir perte d'énergie et on va assister à la répétition de choses dans les générations aussi suivantes, où les choses probablement se répètent jusqu'à ce que les 3 piliers soient de nouveau respectés. Enfin, disons oui, ces trois ordres soient respectés. C'est différent de dogme ou de commandement. Hein. Il n'est pas question de dire tu honoreras ton père et ta mère ou des choses comme ça, même si je pense qu'on est très influencé justement dans notre société judéo-chrétienne, enfin issue du judéo-christianisme, par justement ce genre de commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Parce que je pense que si on peut voir que dans un système familial, le fait d'honorer son père et sa mère est bénéfique, c'est probablement parce que pendant des millénaires et des millénaires, on a respecté ça comme un commandement qu'il fallait surtout pas toucher, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le mouvement général de l'humanité, il n'est jamais le même en fait, ni de l'humanité, ni même d'un groupe de gens. C'est-à-dire un système familial, il évolue, une famille, elle évolue en fonction de ce qui lui arrive, par exemple, puis en fonction de son temps, de son époque, des possibilités, etc. Donc, si demain, l'époque, les mœurs, la façon de voir, je ne sais pas, la religion, la spiritualité, l'agriculture et les transports, etc., a changé, l'ordre aura changé. Et vraiment, c'est plus ces ordres à respecter, ces piliers, ils ont plus été observés dans l'expérience clinique de Bertelinger, c'est-à-dire dans son cabinet, au sein de ses groupes, etc., de regarder, ça a l'air de donner de la force, ou bien ça a l'air de prendre de l'énergie et doter de la force. Par conséquent, il y a ces 3 ordres. Il a plutôt fait comme ça. Et donc, si demain, ça change, le constellateur, quel qu'il soit, est à même et doit se fier d'abord à son regard, à ce qu'il peut voir, à ce qu'il peut expérimenter, non pas se fier à ce qu'il sait déjà. Moi, en général, je travaille toujours en prenant ce que je sais et puis je le mets de côté. Je me fie à ce que je peux voir. Ça veut dire, en premier lieu, par exemple, la dynamique. Si 2 personnes se serrent la main, comme ça, je ne peux pas me dire, là, mais je sais, ce sont sûrement des amis qui ont échangé leur numéro de téléphone et veulent se voir samedi prochain pour aller manger un sandwich. Ce n'est pas ça. La seule chose que je vais dire à ce moment-là, imaginons que le personnage blond là soit le frère de mon client, par exemple, eh bien, je peux voir, ce frère de client avec votre patron, par exemple, eh bien, ils ont l'air de bien s'entendre.
Ils ont l'air, parce que ce que je vois, c'est une poignée de main, mais je ne vais pas commencer à interpréter, etc. Ce qui veut dire que ça, si dans 2000 ans, se serrer la main comme ça est une insulte, et ben en réalité, ça montrera plutôt que ces personnages sont en train de se bagarrer, je sais pas, ça paraît un peu absurde, mais dans l'idée, voilà, c'est vraiment, il faut rester finaux et dire, ce que je vois, c'est une poignée de main. Point barre, je ne sais pas le reste. Et le reste, la personne, le client, donc vous ou moi, quand aussi, je vais faire une constellation, bah, quelque part, je sais qu'on ressort de la constellation, puis on se dit, mais oui, moi aussi, enfin, je vois dans cette poignée de main, je sais très bien ce qu'elle veut dire pour moi. Je sais très bien. Ici, je vois l'amitié. Oui, je me dis, OK, là, on a envie de se revoir ou voilà, des choses comme ça. Donc, vraiment, le constellateur, il reste normalement prudent. Moi, j'ai du recul, de la distance, je suis prudent. Et quand je donne des indications, je dis toujours, attention, ça vaut ce que ça vaut. C'est à prendre avec des pincettes. Parce que je sais aussi que la personne sort de la séance, puis ensuite, elle refait la séance dans sa tête, et puis elle trie. Elle finit par trier, même s'il faut du temps. Parfois, il faut jusqu'à 2 ans hein, pour bien trier. Et puis, il y a souvent aussi d'autres pièces de puzzle qui s'ajoutent. Hein. Bref, je vais en revenir aux 3 ordres de l'amour. Les 3 ordres de l'amour, il faut comprendre qu'il y a 3 piliers pour qu'un système familial, d'entreprise ou même amical fonctionne bien. Le premier pilier, pardon, avant le premier pilier, je voudrais dire encore, voilà, les 3 ordres de l'amour, il faut comprendre qu'ils sont le contenant. C'est le contenant comme une bouteille, par exemple. Et l'amour, c'est le contenu. Le contenu comme, par exemple, l'eau ou n'importe quel boisson qui serait contenu, pardon. Ce que je veux dire par là, c'est que si on n'a pas ces piliers-là, l'amour qui circule se répand sur le sol et par conséquent, personne n'en profite. Tandis que le fait d'avoir ces 3 piliers, cet ordre, va faire que l'amour qu'il y a toujours dans toutes les familles, dans toutes les sociétés humaines, il y a de l'amour, ça c'est sûr, mais s'il y a ce contenant, eh ben, ça permet quelque part d'être contenu et donc en fait d'être à la fois dirigé, d'aller dans une bonne direction. Et effectivement, c'est un peu l'idée. Finalement, c'est de bien répartir finalement tout cet amour. Par exemple, une bonne phrase que je fais souvent dire à une personne, à un client qui est devant une situation tragique, typiquement, ça serait de dire de cette histoire, je vais faire quelque chose de bien. Comme ça, rien n'est perdu. Parce que même dans le plus terrible des accidents, des destins tragiques, quelque part, la vie prend un autre goût, un autre sens, vraiment est meilleur. Enfin, moi, je la trouve meilleure et vraiment, c'est mon invitation à le faire toujours. Quand on essaye de faire quelque chose de bien avec tout ce qui nous arrive, même le plus difficile et surtout le plus difficile. Et je sais que c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement en plus. Par exemple, je sais qu'une personne qui a traversé des difficultés, en général, développe des stratégies de survie et développe des forces, en fait, des qualités, des atouts par rapport à tout ça. Et même si elle, un jour, se sent plus en paix avec ce qui s'est passé et arrive à se réconcilier avec ce qui s'est passé, elle garde ses forces et ses qualités. Donc, c'est vraiment notre mouvement, notre écologie interne qui fonctionne comme ça, quelque part. Il nous arrive quelque chose, pour y survivre, on développe des forces et des qualités, et en même temps, on subit quelque chose, d'accord? Et quand on se retourne, alors quand on est dans un futur plus lointain, on peut se retourner sur le passé, voir ce qui s'est passé, qui a été douloureux, et puis en faire quelque chose de bien. Ça fait partie, par exemple, des 3 ordres de l'amour. Et ça, c'est important, c'est bénéfique. Donc, le premier des piliers, la première partie de cet ordre, c'est le sentiment d'appartenance. L'appartenance, c'est le principe d'appartenance, pas le sentiment, le principe. Le premier des principes, c'est que tous ont leur place dans le système et selon leur ordre d'arrivée dans le système. On va parler ensuite de la préséance, mais d'abord, la première chose, c'est l'appartenance. Lorsque on dit à tous les membres d'une famille, tu as ta place, je te donne une bonne place dans mon cœur, tu as bien une place ici, eh bien, tout le monde se sent complet. Pardon. Je vais faire une petite démonstration rapide avec ce qui a amené Bert Hellinger à procéder comme je fais aujourd'hui au cabinet. Il recevait un client. Ce client-là avait un problème. Il prenait les parents du client, père et mère. Il prenait ensuite les grands-parents du client.
Il prenait éventuellement d'autres ancêtres. Bien. Il mettait vraiment tout le monde, en fait. Et c'est quelque chose, et ça prenait des heures. Ça prenait des heures. Ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait mais à telle personne, comment vous sentez-vous? Ah ben moi, j'ai envie de me tourner comme ça. Ah d'accord. Et vous, comment vous sentez? Oh, quand il se tourne comme ça, moi, j'ai mal aux pieds. Et puis alors, oh, qu'est-ce que ça fait à mon client? Ah ben moi, si elle a mal aux pieds, j'ai envie de me retourner. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Etc., etc. Et demander vraiment à tout le monde, à chaque étape, voilà. Et c'est comme ça qu'il a réussi à dégager justement ces ordres et ces dynamiques justement qui nous influencent. Et donc, si vous voulez, il a constaté quelque chose, c'est que le client se sent en paix, complet et dans un sentiment de plénitude s'il peut dire à chacun des membres de sa famille, y compris sa fratrie, les oncles, les tantes, etc. Et même, on pensait bien aussi aux enfants qui ne sont pas nés, les enfants non nés, parce qu'il y en a eu beaucoup qui n'ont pas forcément été aussi reconnus ou accueillis. Plus on est capable de dire « je te donne une bonne place dans mon cœur » à tous les membres de la famille, et plus on se sent dans un sentiment de plénitude. Et la plupart des problèmes débutent par quelque chose qui est exclu ou oublié du système. Donc, c'est important de redonner une bonne place à chaque chose et chacun, aussi à tous les événements. Par exemple, la guerre, redonner une bonne place dans le sens, oui, ça fait partie de notre histoire, ça c'est une reconnaissance. Le deuxième ordre, c'est la hiérarchie et la préséance. C'est la deuxième partie de l'ordre. La hiérarchie, quelque part, on voit ce que ça veut dire. Le père, par exemple, c'est le père. Il ne peut pas être question que le père soit l'enfant. Le parent n'est pas l'enfant n'est pas le parent. La préséance, c'est presque du même ordre. On pourrait dire, s'il y a une fratrie, par exemple, si ces quatre-là étaient frères, par exemple, eh bien, on va mettre les quatre, eh bien, il y a l'aîné, et puis ensuite le deuxième, le troisième et le benjamin, le dernier. Voilà, et c'est important aussi. Donc, chacun a sa place et chacun a sa place. Cela, c'est l'ordre. Troisième point, c'est l'équilibre entre prendre et donner. D'abord, je prends et ensuite, je donne. Parce que si je prends, je peux donner. Par exemple, si je prends de l'amour auprès de mes parents lorsque je suis petit, puis plus tard, et pourquoi pas au travers d'une constellation, on apprend à prendre ce que nous donnent nos parents. Ensuite, je peux me retourner et redonner ensuite à mes enfants. D'accord. Mais si je ne prends pas, je suis épuisé. Et par exemple, je peux être tenté d'aller chercher chez d'autres gens ce que je devrais trouver en réalité chez moi, ce que je devrais apprendre à apprendre dans ma famille d'origine. Si je ne le fais pas, je vais être épuisé et je vais épuiser les autres. Voilà. Et ces trois grands principes, on peut les retrouver imbriqués dans tous les problèmes et les dynamiques justement systémiques qui montrent que ce sont finalement les trois points essentiels pour vivre des relations harmonieuses. Alors, par exemple, je peux donner un exemple entre l'équilibre entre prendre et donner dans le fait de dire si je donne trop à une personne, si je lui donne plus que ce qu'il ne peut prendre, et surtout plus que ce qu'il ne peut me donner à moi, eh bien, il y a de fortes chances qu'un jour, il se fâche. Il se fâche très fort. C'est quelque chose qui m'est beaucoup arrivé en amitié, par exemple. De vouloir beaucoup donner, et puis un jour, la personne se fâche. Et elle se fâche parce qu'elle ne peut pas rendre ce qu'elle m'a donné. Parce qu'elle n'a pas la possibilité, elle, de prendre aussi dans son système là où il faudrait pour pouvoir me redonner. Et ça peut effectivement jusqu'à détruire des relations. Puis l'équilibre entre prendre et donner, c'est quelque chose de très précieux qui est un travail de toute une vie. Voilà, je suis presque à la fin, oui, c'est ça. Alors, je vais lire juste ce texte de Bert Hellinger, qui, là, c'est une lettre pour un papa, par exemple. Là, c'est un ensemble de bonnes phrases et de bons mots qui favorisent vraiment fortement les relations, par exemple, entre père et enfant, donc père et fille ou père et fils. Et tous ces mots sont de Bert Hellinger. Il a constaté que toutes ces phrases avaient un effet bénéfique sur la relation et sur notre vie en général, même si on n'est que soi-même en train de regarder sa vie, si on est capable de dire ça et de le vivre sincèrement. Il ne faut pas le dire si on n'y croit pas, hein, mais on peut essayer de le dire et peut-être ça arrange les choses des fois.
Ah, on peut imaginer, là, je vous invite à faire cet exercice. Si vous avez le temps, vous prenez un Playmobil ou peut-être une bougie ou un papier ou une poupée ou n'importe quoi d'autre. Vous mettez en face, vous prenez quelque chose, un objet ou un jouet ou quelque chose qui symbolise votre père, par exemple. Et vous lui dites, cher papa, je prends tout de toi totalement avec tout ce que cela comporte. Et je le prends au prix que cela t'a coûté et que cela me coûte. J'en ferai quelque chose de bien en ton honneur et en souvenir de toi. En souvenir de toi, cela ne sera pas en vain. Je conserve ce don et je l'honore. Et si je peux, je le transmettrai comme toi. Je te prends pour père et tu peux m'avoir comme enfant. Tu es mon père en toutes choses et tel que tu es celui qui convient et je suis ton enfant. Tu es le grand et moi le petit. Tu donnes, je prends. Cher papa, je me réjouis que tu aies choisi maman et vous êtes les seuls parents qui me conviennent. Seulement vous. Là, on a l'exemple parfait de ces bonnes phrases, les bonnes phrases, les bons mots qui sont justement, qui respectent ces trois ordres. Je prends tout de toi totalement. On est en train de respecter le troisième point qui est l'équilibre entre donner et prendre, avec tout ce que cela comporte. Donc, vraiment tout prendre, même si c'est inconfortable, de tout prendre. Et le prendre au prix auquel cela t'a coûté, c'est-à-dire en se libérant de la culpabilité que ça peut être. Non, ça t'a coûté quelque chose, parce que ça coûte quelque chose d'être parent. Et que cela me coûte, parce que prendre ça, peut-être cela me coûte, parce que peut-être qu'il faut reconnaître, prendre des choses peut-être pas agréables, etc. Mais quelque part, je le prends au prix auquel cela t'a coûté, que cela me coûte, c'est pareil. On est encore dans l'idée d'équilibre entre prendre et donner, et puis aussi dans quelque part l'appartenance, parce que ce que ça a coûté, eh bien, ça a un poids. Le père qui a dû s'occuper seul de ses trois enfants parce que la mère était partie, par exemple, eh bien, vraiment, ça lui a coûté très fort. Et ça, on pourrait se dire, ben, si c'est un père comme ça, eh ben, on pourrait représenter le poids, justement, que ça a été de s'occuper de ses trois enfants. Voilà, par un objet. Là, c'est une petite bourse. Voilà, ça a été très difficile. Bon, eh bien, ça a sa place. Donc, le sentiment d'appartenance, il est important aussi de reconnaître que ça a coûté quelque chose. Bon. J'en ferai quelque chose de bien en ton honneur. De nouveau, c'est le fait de respecter, bien sûr, d'honorer et oui, de reconnaître, ce que j'ai dit avant, je ne sais plus, de reconnaître ce qui était là avant, en fait. C'est-à-dire d'en faire, oui, quelque chose de bien de manière à pouvoir retransmettre aussi ensuite. Donc, ça, c'est aussi l'équilibre. Respecter l'équilibre, c'est que je vais en faire quelque chose et je vais le donner. Hein. Donc, voilà, encore le respect de ces trois ordres. Je conserve ce don, je l'honore. Si je peux, je le transmettrai comme toi, c'est ce que je viens de dire. Je te prends pour père, tu peux m'avoir comme enfant. Ah, et ça, c'est important. Ça, c'est la hiérarchie. Je te prends pour père, pas comme autre chose. Hein. Oui, parce qu'il y a des pères qui viennent parfois se nourrir comme si c'était auprès de leur épouse, mais auprès des enfants. Ou pareil, hein, des mères qui viennent se nourrir auprès de leurs enfants comme si c'était leurs époux et ce n'est pas leur place. On peut dire à ce moment-là, non, non, tu es ma mère ou mon père, mais rien d'autre. Et moi, je suis ton fils, rien d'autre. Débrouille-toi avec ce que tu veux, mais moi, je suis juste ton enfant. Bon, tu peux m'avoir comme enfant, tu es mon père en toutes choses, tel que tu es celui qui convient et je suis ton enfant. Et ça, c'est de nouveau donner une bonne place à ceux qui étaient là avant, c'est respecter la préséance, c'est-à-dire tout ce qui est arrivé à mon père avant, qui a fait qui il est, eh bien, quelque part, je le reconnais, je lui dis, tel que tu es celui qui convient, puisque visiblement, tu es mon père, et donc, il n'y a pas de meilleur père pour moi que mon père. Je ne peux pas m'inventer un père qui soit un autre. Non, il n'y a pas de meilleur père pour moi que mon père. Et je suis ton enfant. Ça, c'est la reconnaissance de la place de chacun aussi. Et tu es le grand, c'est toi qui donnes. Moi, je suis le petit, je prends. Ça, c'est reconnaissance de l'appartenance, non pas de l'appartenance, de l'équilibre entre donner et recevoir. Et cher papa, je me réjouis que tu aies choisi maman. Je respecte tous tes choix. Ces choix, ils étaient là avant moi. C'est de nouveau la préséance. Et je respecte, j'honore ce choix que tu as fait, même si ça me dépasse.
même si c'est inconfortable. Ce n'est pas la question, c'est ce qui s'est passé. Je respecte ce qui s'est passé. Et si on arrive à faire une bonne place à ça, on gagne en force et on gagne en liberté aussi pour pouvoir avancer dans la vie, aller prendre sa propre vie, la remplir de bonheur avec tout ce qu'on veut dedans. Voilà. Et vous êtes les parents qui me conviennent, seulement vous. Voilà. Alors, merci de votre attention. Et maintenant, Nolwenn, est-ce que tu es toujours là? Bien sûr, je suis toujours là. Alors, d'abord, avant de passer à autre chose, mais est-ce que tu as une question ou pas? Oui, il y a quelques questions qui me sont venues, notamment quand tu représentais l'un ou l'autre des systèmes là, je ne sais pas, moi, ça peut être un système, je ne sais plus quel exemple tu as pris, où tu dis, voilà, la personne, elle s'est allongée, elle s'est assise. Est-ce qu'on constate après des changements de comportement sur les personnes qu'on a représentées? Alors oui, c'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Alors, ce qui se passe avec les représentants, c'est qu'eux-mêmes, déjà, ils expriment, si effectivement, dans le cas de la mère et de l'épouse, par exemple, voilà, il y avait une mère et une épouse, hein, le personnage dit, plutôt toi qu'elle. Alors, d'abord, le représentant, le représentant, par exemple, du client, je ne sais pas si des fois c'est le client lui-même, hein, qui prend son rôle dans la constellation, puis des fois c'est le représente. Mais imaginons si c'était le représentant d'un client, eh bien lui, en fait, il va sentir assez naturellement ce qu'on peut voir le plus classiquement dans les couples hétérosexuels, homme-femme. L'homme, en général, vient prendre son épouse par le dessous comme ça et vient vraiment prendre son épouse. Alors, lorsqu'il est pris ailleurs par sa mère, il ne va pas faire ça. Donc, on voit une différence entre le début de la constellation où il est pris quelque part, par exemple, par cette mère dont on a dit, hein, elle a été couchée auprès de Ouais. et puis, incapable, finalement, il n'a pas l'énergie ou la force de se retourner. Donc, il ne peut vraiment pas le sentir. À la fin, il y a le sentiment d'être libre, de pouvoir y aller. Puis d'un coup, il voit son épouse et c'est assez naturel. Et, ce que j'ai déjà vécu plein de fois, ça, c'est, voilà, je me retrouve être le représentant du client et puis, du coup, je vois mon épouse, puis je la vois pleine d'amour et puis je me dis, ouais, c'est là que je veux aller. Et vraiment, je sens cet élan et hop, de prendre mon épouse, de dire, viens avec moi, s'il te plaît. Enfin, j'ai besoin de toi. Okay. Et cette façon de se prendre, c'est très bénéfique quand on regarde un couple qui peut se prendre comme ça, que ce soit homme-femme ou autre, hein, mais il y a quelque chose qui se dégage là qui fait du bien à tout le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est de sentir aussi les gens autour qui sont en train d'observer, par exemple, cette scène. Tout le monde, ça fait un effet. Tout le monde ressent. Voilà. Et c'est comme quand, par exemple, on voit un enfant qui est pris en... Non, un parent, un papa notamment, qui s'occupe de son enfant. Si on voit un papa, je vais mettre c'est une autre petite scène là, et puis malheureusement, je n'ai pas de Playmobil enfant, j'aurais dû y penser. Si on voit un enfant qui peut simplement venir se mettre là, être petit auprès de son papa et coller sa tête contre le cœur de son papa, et ben ça aussi, par un effet mais incroyable, que ce soit en constellation ou dans la vraie vie. Parfois, j'ai vu dans ce cas, par exemple, voir un papa très bien s'occuper de son enfant, puis ça nous fait quelque chose, et on se dit, oh, waouh, c'est bien ça, c'est bien. On sent que c'est bien pour tout le monde, et on ne sait pas pourquoi. Ça. Donc là, ça finit par une image très positive. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, le client ou les clients, hein, ils sortent de la constellation, ils sortent du cabinet ou du centre, le groupe. Puis après, ils retrouvent les vrais gens dans la vraie vie. Oui. Et ben, ce n'est pas si évident parce qu'on a dit 2-3 phrases, on a été analysé et reconnaître certaines choses, d'accord, mais le travail n'est pas toujours fait pour autant. Parce qu'en réalité, par exemple, la disparition de cet oncle, depuis qu'on a, je ne sais pas, 3 ans et demi, qu'il a disparu quand on avait 3 ans et demi, on a ressenti comme un vide parce qu'avant, il était toujours à la maison. Puis quand maman était là, elle riait et puis elle était contente. Et puis là, il n'y a plus ça. Et moi, du coup, j'ai toujours senti cette tristesse chez ma mère. Puis moi aussi, j'ai été triste parce que le lendemain, tonton, il avait disparu. Et donc, il y a eu quelque chose là qui a été abîmé. Et
le fait de redonner une bonne place à cette douleur aussi, on peut aussi dire là, le client pourrait dire à sa mère, je respecte tout ce que tu as souffert et merci de respecter ce que moi j'ai souffert aussi. Parce que, et ça permet aussi de rentrer des fois dans le processus de deuil, tout simplement, par exemple, de cet oncle. Et ça va passer aussi au travers de la relation avec cette épouse, parce que bon, ils avaient des petits, je sais pas, des problèmes, et la prochaine fois qu'ils s'engueulent, ou qu'ils en discutent, je ne sais pas s'ils s'engueulent ou qu'ils en discutent, ça dépend à quelle situation, et bien tout d'un coup, il va dire des choses, puis il va se rendre compte qu'il est en train de parler de sa propre tristesse par rapport à cet oncle disparu. Ah oui. C'est vraiment et je ne peux pas l'expliquer, c'est une espèce de cohérence qui se retrouve entre les mots, les expressions qu'on utilise, les choses qu'on ressent, des fois qu'on ressent corporellement, et la vie réelle, en fait, où on se rend compte que dans la vie réelle, finalement, on projette beaucoup de choses aussi. Voilà. Et alors, ça, c'est une chose, ça, c'est pour mon client. Mais on n'a pas parlé des autres gens qu'on a représentés. Oui, c'est ça. C'est ça. Ici, on avait une personne, par exemple, qui a représenté une épouse. Mais cette épouse, elle n'était pas là au moment de la constellation familiale. Elle était ailleurs, dans sa maison. Et d'expérience, bon, je suis une personne qui est très sensible à beaucoup de choses. Si moi, je suis représenté dans une constellation, je le ressens. S'il y a un impact. Si une personne, je le vois tous les jours au quotidien, puisque mon épouse à moi, elle fait aussi des constellations familiales régulièrement, ce soir. Et quand une personne sort d'une séance de ce type-là, où il y a justement un changement de schéma, une énergie qui peut circuler alors qu'avant, c'était bloqué, et évidemment qu'on le ressent. Bon, et si moi, je suis en constellation familiale et que tout d'un coup, on agit sur mon système familial, que je ne suis pas là, je vais aussi pouvoir profiter et bénéficier de ça. Puisque finalement, je donne un seul exemple. C'est pas uniquement par le changement de comportement du client. Il y a aussi un truc qui se produit. Ouais, je peux pas expliquer, garantir que ça se passe juste par, en guillemets, pourquoi pas le Saint-Esprit. Enfin, je veux dire, le Saint-Esprit, vraiment l'énergie, le truc magique, là, c'est ça. L'émanation forcément, mais je dirais il y a un peu des deux. Par exemple, au sein de la fratrie, par exemple, de ses frères et sœurs ou de son mariage, on sent vraiment une différence significative dans le comportement. Cet homme qui auparavant, je dirais, n'osait pas aussi, par exemple, s'imposer devant son chef en même temps qu'il avait des soucis avec son épouse, et quelque part, à un moment, il a pris position par rapport à son chef en disant non, vraiment, moi, je veux une augmentation. Parce qu'il a repris sa place en tant qu'enfant auprès de sa mère en disant moi, je n'ai pas à m'occuper de toi, d'accord? Donc, et devant son chef, c'est pareil. Il s'est dit tiens, je peux m'accorder, je peux être juste avec moi-même et puis demander cette augmentation parce qu'au fond, je le mérite quand même. Donc, des changements, voilà, des fois légers. C'est hyper intéressant. Moi, personnellement, avant de faire des constellations familiales, je faisais des études dans le design. Et quand j'ai fait ma première constellation super jeune, par exemple, mais je suis ressorti. Et pourtant, je connaissais déjà bien les psychothérapies, je faisais plein de soins de sorte. Mais quand je suis sorti de là, ça a bouleversé ma vie totalement parce que j'ai vraiment découvert que nos rapports en fait interpersonnels sont sujets, ils sont parfois chargés justement de nos projections de bien sûr. Notre famille et de nos expériences passées. Donc, ça a complètement changé tous mes rapports humains et ça a été encore pourtant, c'est pas comme si à 21 ans, quand je l'ai fait, j'étais pas hyper construit. Mais par contre, j'ai dit non, stop, ça me convient plus. Je ne ferai pas ma vie dans la pub, par exemple. C'est pas possible. Pour moi, c'est une trop grande richesse et j'ai une trop grande sensibilité de laquelle exploiter là. Je veux devenir thérapeute. Et je suis allé directement à me former pour devenir thérapeute plutôt que de travailler dans la publicité, par exemple, parce que je pense que ça n'aurait pas exploité le chanter. Et puis vraiment, c'est une richesse. Pour moi, c'est des expériences, ce type d'expérience thérapeutique, c'est une grande richesse
moi, qui ai beaucoup de perception, d'impression, d'analyse. J'aime beaucoup réfléchir à tous ces concepts. Il y a tout un tas de choses, quoi. Je sais pas si j'ai... Et tu penses qu'il y a des thématiques qui méritent d'être plus travaillées en groupe qu'individuellement? Je pense, alors, pour mon goût, si tu me demandes, moi, personnellement, si je voulais faire, Ouais. si j'ai le choix entre aller à une constellation familiale pour moi, avec juste un constellateur, ou s'il y a un Ouais. groupe qui va représenter les membres de trucs, Ouais. je fonce En sur le... groupe. Ah ouais. Ouais. Pour moi, plus riche, mais je suis un être qui aime les rapports humains. Voilà, je sais aussi que le travail est plus vivant, simplement. Ouais. Alors, pour autant, je n'arrête pas de faire des constellations individuelles sur le papier. Et en fait, c'est non seulement valable, mais on est en train même de découvrir avec la pandémie, etc., que ben, même travailler à distance, Même à distance, c'est possible. ce qui est qui marche très bien. Et même des groupes à distance. Bientôt, la Ah semaine ouais. prochaine, je vais faire ça. Donc voilà. Ouais, non, vraiment, je pense que le Et travail en une séance, tu arrives à traiter une problématique ou il faut plusieurs séances? est censé être ça, en tout cas. Alors moi, je pense, D'accord. en thérapie systémique, en général, on dit que si le plus loin on veut avancer et le plus petit pas, il faut commencer à faire. Ah oui, c'est ça. Il ne faut pas venir avec une énorme problématique, quoi. Alors, on peut venir avec une grosse problématique. Simplement, ça ne sert à rien de vouloir aller vite. Il faut commencer à faire le plus petit pas possible vers le changement. Mais ça, c'est vrai, parce que c'est vraiment comme ça que les thérapeutes en thérapie systémique travaillent. Seulement, de cette manière-là, parfois le petit pas, le premier petit pas, en fait, des fois, c'est un pas de géant. Ouais. Et nous, on le fait parce que si on essaye de faire un pas de géant tout de suite, on va, Mm. ça sert à rien. Ça sera des pressions, des choses qui vont pas rentrer dans la, dans les cases. Enfin, c'est comme si c'était pas le bon tiroir qui va dans la bonne commode. À ce moment-là, Ouais, je comprends. Ouais. on essaie de faire le plus petit pas possible. Si une personne sort de la séance en me disant, par exemple, pour moi, c'est des conneries, alors moi, je m'incline. Vraiment, vraiment, je m'incline. C'est-à-dire, je respecte. Si Ouais. vraiment ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ça c'est autre chose, mais que la personne n'y croit pas, etc., je m'incline. Parce que secrètement, ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est que secrètement, la personne tient à son problème. Elle tient à son problème. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Le problème, parfois, dont les gens ne veulent pas se séparer, dont ils ne peuvent pas aussi se séparer. Moi, je peux m'incliner aussi devant cette histoire-là. Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu sur terre, quoi. Mais généralement, Mm. c'est un bénéfice secondaire à continuer en fait dans cette dynamique parce qu'ils y gagnent quelque chose, quoi. Mm. Et ben, parfois, justement, alors il y a des gens, ça fait le 20e ou le 30e psy ou le 30e thérapeute qui vont voir avec la même question, le même problème, mais quelle que soit la réponse, de toute façon, ils ne sont pas du tout prêts à apprendre ni à entendre quelque chose. Ouais, c'est ça. Mm. Mais ben, des fois, il faut que je sois féroce, hein, que je secoue un peu les gens pour dire, ben, vous pouvez faire de moi le mauvais thérapeute, mais moi, bien sûr, ça vaut ce que ça vaut, mais vous pouvez aller voir Mm. 30 psy. Moi, la première fois que j'avais fait, par exemple, une constellation familiale, j'ai réagi en me disant, non, mais c'est trop fort pour moi, il se passe trop de choses, je me sens pas émotionnellement pas stable pour Ah oui. faire Pas ça. prêt. Ouais, pas prêt. Ouais. Et en fait, au contraire, on m'a encouragé et puis ça m'a permis d'aller trouver du courage en moi, vraiment beaucoup de courage pour revenir et pour apprendre plutôt à vivre avec tout ce qui était inconfortable. Ça veut dire accueillir aussi Mm. les émotions. Quand on sort du travail en constellation familiale, il y a les émotions, toutes les lourdeurs, Ouais. les tristesses, les colères, les peurs qu'on peut ressentir, qui ne nous appartiennent pas toujours, mais en tout cas qu'on vit. Hein, je veux dire, on porte une tristesse, on la vit aux larmes, parfois. Puis Ouais. parfois, Ouais. des tristesses qui ne nous appartiennent pas. Alors celles-là, on ne les vit pas, hein, ce n'est pas la question, mais vraiment, on est en accueil, parce que quelque part, une fois qu'on sort de la constellation familiale, le processus commence. C'est la personne qui fait le travail. C'est vraiment le Ouais, c'est ça. travail sur lui-même. Et on dit qu'il faut à peu près 2 ans pour que le travail d'une constellation agisse. Parce que pendant deux Ah ans, ouais. au début, il y a Mm. quelque chose un peu, pas forcément chamboulant, faut pas avoir. Il y a des choses, il y a des séances de constellation familiale, on sort et on pète le feu. Et on pète le feu. Et ça nous Ouais. apporte, c'est point barre. Il faudra peut-être 6 mois avant qu'on ait une première impression que
Ah, mais ouais, du coup, j'ai une tristesse par rapport à ça, etc. Mais entre-temps, j'ai quand même déjà gagné la force. C'était Mhm. à être une espèce de baffe émotionnel. Et puis, il y a peut-être des constellations, il n'y aura pas du tout d'émotion. J'accueille ça, je respecte ça. Typiquement, hein, si on a un choix à faire, c'est pas dit que nécessairement, en sortant de la constellation familiale, on n'est pas simplement la bonne réponse, une meilleure capacité d'analyse, mais sans avoir forcément quelque chose d'hyper douloureux, d'hyper grave à travailler. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément. Mhm. Moi, j'aime souvent évoquer les choses plus, voilà, euh, comment dire ça, pas envahissantes, mais prenantes, enfin, ouais, Mhm. très vives en fait, parce que dans mes expériences de constellation familiale, j'ai été bien volontiers rechercher ça. Parce que je savais Ouais. qu'il y avait des litres et des litres de choses pas exprimées, enfin, des colères à sortir et des trucs vraiment très importants et qu'il fallait que je les comprenne, qu'il fallait que je les travaille. Mais parce que je suis devenu vraiment friand de ça, parce que j'ai vu le trésor qu'il y a derrière. Euh, Ouais, c'est ça. le fait de vivre vraiment dans avoir le droit de vivre ses émotions, avoir le droit de Mhm. un homme, hein, c'est pas toujours facile parce que Ouais, clairement, clairement. Ouais. pas simple de pouvoir exprimer sa sensibilité. Euh, Aussi, ce que ça m'a permis, c'est de gagner de la force, c'est de voir que ma communication, par exemple, quand je dis telle ou telle phrase, va pas donner le même résultat. Ça veut dire que je me Ouais. suis mis à penser au respect, par exemple, d'une manière différente. Comment est-ce que je peux respecter l'autre? Et en commençant Mhm. par la parole, à bien mesurer le poids de mes mots, à Ouais. Ouais. vérifier aussi ma posture, par exemple. En constellation familiale, on peut voir que si, par exemple, une personne semble être un peu comme ça, tordue, Ouais. système familial, et ben en fait, tout le système familial le ressent. Ouais, bah, bien sûr. Ouais, ouais, c'est clair. La tension, elle se répercute sur tout le monde. Oui, exactement. Exactement. Cette perte de force, elle est ressentie par tout le monde. Et ça va assez loin. Donc, ça veut dire que voilà, je me suis dit, bon, il faut que j'adopte voilà, une posture qui soit bien droite, qui puisse permettre à cette énergie de circuler, quoi. Et un peu contre vents et marées, parce que c'est pas dit que parce que on fait un travail en constellation familiale, tous les membres du système familial vont prendre la résolution de la même manière. Par Mm. exemple, dans une fratrie, on peut être quatre et on peut avoir quatre visions différentes de qui étaient nos parents, de ce qui s'est passé, etc., etc. Ouais, Par ouais. là, je parle vraiment au début. Puis, moi, franchement, année après année, je vois notamment avec ma famille d'origine, parce que voilà, que ben, si, en fait, les choses se font. Parfois, il faut du temps, mais Ah ouais. on peut voir en constellation familiale, enfin, et ouais, à fonctionner, et puis à être juste. Enfin, ouais, voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. Je suis Ah, complètement. punaise. Ouais. Et je trouve ça aussi un bel outil, tu sais. Enfin, je sais pas pourquoi je refais cette parenthèse, mais c'est vrai que ce qui est génial, c'est de pouvoir faire des communications avec Mhm. soit des gens qui ne sont plus là, des personnes décédées, par exemple, parce que Mhm. les représentent. Alors, on ne sait pas si c'est symboliquement ou pour de vrai qu'ils sont là. Ça n'aurait aucun sens. Et c'est pas vraiment eux, mais ils sont représentés en tout cas. Et Mhm. ça prend ses racines justement dans ces tribus. Alors, c'est intéressant dans les tribus africaines qu'a vu Bert Hellinger. Euh, il y a clairement des idées de il y a un membre du village ce soir Mhm. il va représenter le grand-père décédé, quoi. Et Ah ouais. chez tel chaman en Sibérie, il y a la photo la mère de sa patiente, mais on va parler à sa mère, enfin à la photo comme si c'était sa mère. Donc c'est vraiment cette idée qu'on n'avait pas en Occident, ou en tout cas, oui, non, parce que vraiment cette personne Non. Mhm. a le truc de l'Église, en tout cas de l'Église chrétienne. Donc, le fait d'avoir ce système de représentation et de s'adresser directement, par exemple, à quelqu'un de mort, c'était très tabou. Et, et maintenant, en fait, en réalité, ça devient possible. C'est pas pour faire parler les morts en général. Euh, Mhm. je m'intéresse assez peu à si un mort a quelque chose à dire. C'est rare. Des fois, on dirait qu'ils ont comme un message à faire passer. Ça arrive, mais moi, je pense ça avec des pincettes. Mais ce qui est génial, Mhm. c'est par exemple un enfant qui a perdu son père à 6 ans, et ben, Mhm. les constellations familiales, il peut commencer ce travail de deuil, être accompagné dans ce travail de deuil par un représentant, une représentante de ce père-là. Ah ouais, d'accord. Un bénéfice que je vois qui est énorme. Mhm.
Aussi pour, par exemple, comme j'avais parlé avant, les enfants qui ne sont pas nés, dont on n'a pas forcément conscience. C'est fou à quel point Oui, en fait, cette vie qui n'est pas forcément dans les générations précédentes, il n'y avait pas la même valeur accordée à un enfant lors d'une fausse mort couche. en couche. Et Mhm. ça fait qu'il y a beaucoup des frères et sœurs de ceux qui étaient là avant qui n'ont pas été vus et qui n'ont pas été compris dans cet ordre. Et ça a fait perdre Ouais. il y a beaucoup de gens. Et quand il nous manque quelque chose dans la vie, en général, on va le chercher d'une autre manière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est les comportements qui peuvent être compulsifs ou abracadabrants. Je peux donner l'exemple, par exemple, avec la gémellité. Parfois, les gens qui ont Ouais. un frère jumeau ou une sœur jumelle, et Oui. qui, par exemple, ils vont dans un magasin de vêtements et plus ou moins consciemment, ils vont acheter 2 fois le même vêtement. Pour eux, et Ah oui. Ouais. et puis, il y a des tas de trucs qui nous arrivent dans la vie de tous les jours qu'on ne se comprend pas, mais en fait, quand on le lit avec notre histoire, on se dit, ah, bah, si, effectivement. Et là, typiquement, ça peut être très bénéfique de venir reconnaître. Et est-ce que justement, tu prends le cas de la gémellité, une personne peut découvrir dans une constellation familiale qu'elle avait un frère ou une sœur jumelle alors qu'elle ne le savait pas avant? Alors, oui, et puis ce qui se passe en général, alors, parce que ça arrive aussi, alors, moi, je voudrais retourner la question dans l'autre sens. Alors, oui, Ouais. en constellation familiale, ça arrive qu'on essaye de regarder si la personne a un jumeau et que non, elle Ah ne ouais. peut pas avoir un Ah jumeau. ouais. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on regarde en constellation familiale, c'est, voilà, est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, cette information-là? Le Ok. jumeau, le jumeau réagit, il y a quelque chose qui se passe? Alors, OK, là, probablement, ça concerne la personne. Ça, c'est au client de le dire, finalement. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, ça arrive très souvent qu'une personne découvre un jumeau ou une jumelle en constellation familiale. Et en général, la personne vit un déclic qui la révèle totalement parce que elle se remémore tout ce qu'elle a pu vivre à la Bah lumière de oui. cette information-là et Mm. elle recomprend en fait tout plein de situations de vie qui sont qu'elle vivait de façon bizarre, vraiment. Mhm. Il y a beaucoup de choses, comme je parle, si on peut aller dans des cas très extrêmes, je peux te donner un exemple. Il y a une dame qui avait ce jumeau disparu, qui ne savait pas qu'il y avait un jumeau disparu. Puis en fait, à 40 ans, simplement, elle a eu un kyste. Et puis quand on a ouvert le kyste, eh ben, on a retrouvé des dents, des cheveux. Ah ouais. Et puis une autre qui avait eu des monstres maladies de peau, par exemple, un peu comme une panthère. Mais en fait, elle avait des taches comme une panthère. Ah ouais, 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 ouais. Jumeau, mais en fait, c'est comme si elle avait les deux peaux ensemble. Elle a Ah, deux pour. Ah, purée. une manière de faire exister ce jumeau malgré tout, de conserver ce code, en Ah fait, ouais, dis donc, cette double existence. Ouais. même jusqu'à son propre corps, quoi, dans les maladies, etc. Et puis ensuite, dans les autres comportements, on dit aussi que certaines personnes avaient probablement des jumeaux dans les stars, dans les célébrités, comme on pense qu'Elvis Presley, par exemple, que Leonard Ah Cohen, ouais. que, Ah ouais. à qui je pensais. Il y a Moran, probablement. Je ne sais pas si tu as déjà entendu Ah la ouais. chanson Toi, tu es mon autre. Mais Oui, 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 oui. alors, je ne sais pas qui l'a écrite, donc c'est ça, je ne veux pas aller trop vite, mais je Ouais. pense que ça parle de ça. Cette chanson, en fait, elle Ah ouais. de gémellité, en fait. Et Ah, elle est ah vraiment ouais. coupée le souffle, d'ailleurs. Voilà. Mhm. Ouais. Bon, hyper intéressant. Ouais, ben, merci, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Tu as une autre question ou... Non, non, ça va, je vais m'arrêter là. Je t'en reposerai d'autres si ça me vient. C'est Ça donne chouette. envie d'essayer, en tout cas. Ouais. Ben, du coup, merci de m'avoir écouté. Et puis, j'espère qu'après, l'enregistrement sera encore visionné. Si vous avez regardé en enregistrement ensuite, ben, merci aussi d'avoir écouté. Et puis, au plaisir de vous rencontrer peut-être un jour. Puis, Nolwenn, je te souhaite une bonne soirée. Merci Bonne beaucoup. soirée aussi. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Ciao.